comme à l'habitude, on a une période de questions, une quinzaine de minutes. Vous pouvez aussi vous adresser en retour à Lucie ou à Alexandre. Aussi, un petit détail, si vous voulez revoir les conférenciers, en fait, la vidéo de cette soirée, ça va être disponible probablement sur notre site web ou en tout cas sur YouTube. On va négocier avec nos conférenciers. Donc, notre adresse va être à l'entrée. Si vous voulez revoir la vidéo pour mieux intégrer tout ce qui s'est dit, vous êtes invités. Alors, des questions? Pour Lucie, Alexandre ou oui? Moi, je voudrais juste faire un commentaire. Je voudrais vous remercier à tout le monde parce que je sais qu'il y a bien des bénévoles là-dedans. Puis bon, c'est jamais assez dit, ça. Mais vos intervenants, j'ai trouvé ça super. J'ai appris des choses. Merci. Oui. Le fait que les Américains refusent le devis pour aller au Texas, est-ce que ça a un impact? Si j'ai bien compris, vous dites le fait qu'on refuse Keystone XL? Keystone ne sera pas aux États-Unis, là. Oui. Est-ce que ça a un impact positif pour TransCanada? Pour TransCanada, je crois que ça va avoir un impact positif. Ça va faire un dossier de moins à gérer. Ils vont pouvoir mettre tous leurs œufs pratiquement dans le projet du pipeline Énergie Est. Évidemment, ils diversifient également leurs projets. Ils ont des projets dans l'éolien, etc. Mais en ce qui concerne Keystone, je pense qu'ils pourront le mettre sur la glace pour quelques années. Ça leur fera du bien. Mais sinon, c'est sûr qu'ils auraient préféré que ça se réalise. Ils avaient déjà investi plusieurs milliards. Mais, comme je vous dis, pour nous, les milliards, on a de la misère à s'imaginer ce que c'est. Mais pour ces compagnies-là, tout leur budget en fin de mois ou à chaque trimestre, ça se calcule en dizaines de milliards. Donc, ils ont la marge de manœuvre pour éponger ça et même relancer le projet Énergie Est. Comme on va le voir demain, d'ailleurs. Il risque d'être là avec 30-40 employés. Mais il y a une chose qui est nouveau qui est sortie, par exemple. On entend souvent. Question peut-être un peu farfelue, mais à l'instant d'Obama, est-ce que le gouvernement provincial pourrait faire volte-face? On ne passe pas sur le territoire québécois. Ben, ils peuvent, ils ont le pouvoir pour le faire. Mais Est-ce qu'ils vont le faire politiquement? c'est là l'affaire, c'est là l'enjeu. La tendance va pas passer. Pendant Lucie, tu disais quelque chose avant que monsieur intervienne? Ah non, c'est juste dire, c'est la première fois, c'est sur la scène internationale, pétrole sale, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Et Obama le dit. Proche de la conférence de Paris climatique, c'est l'impact que ça peut avoir, c'est dans ce sens-là aussi. Le fait qu'il ait dit pétrole sale, pas longtemps avant les choses, donc peut-être qu'ils veulent se positionner comme leader, donc peut-être que ça va être un plus pour nous en tant que citoyens. Vous aviez mentionné quelque chose tout de suite, je m'excuse, vous pouvez me rafraîchir l'esprit un peu? Oui. Si le gouvernement québécois pourrait refuser l'accessibilité de son territoire pour le pipeline. Même si le provincial ne peut pas refuser l'accessibilité, elle peut poser des conditions, par exemple, qui peuvent sacrément compliquer la situation, de un. De deux, quand un peuple, ça commence par un petit village, une petite ville, 15 personnes, 20 personnes, 100 personnes, 200 personnes, qui, eux, vont rajouter une autre puis deux autres chacun, à un moment donné, la foule, elle, devient imposante. Et même si notre démocratie ressemble plutôt à une démocratie en ce moment, il y a moyen de renverser la note. C'est ça que je vous encourage. Ne regardons pas notre petitesse et nos faiblesses, mais regardons l'amalgame de nos forces et qu'on peut devenir important. Je vous en prie. Oui, bravo. Oui, ton nom. Oui, Dominique Hamelin, je suis dans le comité. Je ne sais pas si c'est par rapport à ça, justement, tu avais dit que la province de Québec peut avoir un droit de parole pour bloquer ça. C'est ça que tu as dit? Ben, moi, je pense probablement qu'il y a bien des juristes qui nous opinent là-dessus que le gouvernement provincial a le pouvoir d'imposer des conditions. C'est pas le dire non de façon frontale, de dire qu'on préfère que ça passe à telle place, puis surtout d'appliquer ces lois environnementales, comme j'ai parlé, il y a des processus d'autorisation, puis si tu ne remplis pas les conditions, ben, faut que tu dises non. Passer quand même. J'avais
pas fini. Mais c'est parce que si Ottawa décide que ça passe, je suis d'accord avec Joyce, tout ça, mais on l'a vu, surtout avec le gouvernement qui était en place, il y avait des centaines de milliers de personnes dans les rues qui n'ont pas reculé. Donc, il ne faut pas se fier sur que le Québec a un droit de veto, là, c'est pas vrai. Mais ma question était, tantôt, Marc t'a parlé, bon, s'il va y avoir une bonne pression sur l'avenue du pipeline sur NRJS vers le Québec, bon, parce que c'est bloqué Keystone XL, mais celui qui s'en va à Kitimat, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler. Tu as dit tantôt que c'était bloqué par rapport à la Première Nation. Est-ce que ça l'est encore? Est-ce qu'il y a eu des discussions? Y a-t-il des nouvelles plus fraîches? C'est bloqué pour deux raisons. Premièrement, à cause des centaines de conditions qui ont été que l'Office national de l'énergie a demandé je ne me rappelle plus l'entreprise, mais à l'entreprise pépinière. Mais il y a aussi le fait que le gouvernement au niveau politique, le gouvernement de la Colombie-Britannique a semblé avoir posé quelques conditions, mais assez difficiles à répondre pour la pépinière, comme des redevances de l'ordre de 20 là, des gens partant. Là. Nous, le Québec, nos conditions ne sont pas aussi aussi exigeantes pour la compagnie. C'était pas les Premières Nations qui ont... Les Premières Nations, évidemment, il suffit parfois d'une Première Nation bien positionnée avec des droits pour faire en sorte de tout saboter. Ça, peut-être que Alexandre peut en parler un peu plus. Oui, mais en fait, le projet dans l'Ouest de l'entreprise Enbridge, c'était une condition, des engagements électoraux de Justin Trudeau d'annuler ce projet-là, de ne pas l'autoriser. Ce qui n'est pas le cas pour NRJS. On va s'engager à revoir les processus réglementaires. Puis pour ce qui est des Premières Nations, ben, dans le cas du projet de l'Auto Gateway, ça passait directement sur des terres revendiquées. Il y avait beaucoup plus de Premières Nations là-bas, de communautés. Ici, ça passe à proximité. Pas vraiment sur les territoires, fait qu'ils consultent, mais le poids est un petit peu moins fort des Premières Nations que dans le cas de la Colombie-Britannique. Fait que c'est aussi, il y a une question juridique, il y a des pouvoirs d'appliquer leurs lois, mais c'est encore plus politique, comme dans le cas de la Colombie-Britannique, d'imposer des conditions. Puis si le gouvernement du Québec met tout son poids dans la balance pour ne pas faire passer ce projet-là, moi je pense qu'il pourrait sérieusement mettre des bâtons dans les roues. Fait que c'est dans ce sens-là que je dis qu'il y a le pouvoir de l'arrêter autant politique que juridique. C'est juste que dans les faits, ben, on n'est pas là. Il n'y a pas vraiment la volonté d'aller dans un combat juridique devant les tribunaux, que ce soit un juge qui décide, d'un côté comme de l'autre, on ne veut pas ça. Oui, ça ton nom. Serge Lévesque.